Bonjour. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire de 2023-2024 de la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Aujourd'hui, on va traiter de la maternité dans un contexte de réinsertion sociale en prison. Donc, je me présente, je suis Marc-André Lasselle, je suis professeur de sociologie, j'ai enseigné en prison et je suis également conseiller au développement et à la recherche à la Chaire. Avant de laisser la parole à ma collègue Camille Tremblay, je vous rappelle un bref rappel par rapport au fonctionnement du webinaire. Donc, l'événement original est en français. Vous pouvez toujours écouter en traduction simultanée, en interprétation, la version anglaise ou la version espagnole en cliquant sur l'écran Q et R pour poser vos questions et dans Interprétation pour choisir la langue qui vous sied le mieux sur la plateforme Zoom. Nous acheminerons vos questions du QER aux différents panélistes à la fin des présentations. Et je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible également pour les participants. On va déposer l'enregistrement dans 2 semaines à peu près sur le site de la chaire et sur la chaîne YouTube également. Alors, j'en profite également pour vous souhaiter un bon webinaire, puis vous rappeler que le prochain webinaire sera le 14 février, où on va mettre l'accent davantage sur ce qui se fait en termes d'éducation en prison en Australie et en Nouvelle-Zélande. À toi, Camille. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, on est très heureux d'avoir ce webinaire sur un très beau sujet, maternité, milieu carcéral, réinsertion, avec nos panélistes que je vais nommer dans leur ordre d'intervention. Vous dire donc, l'idéal, c'est de d'écrire au fur et à mesure vos questions sur donc le petit chat. Et on va essayer d'y répondre le plus possible. Mais si jamais on n'y arrive pas, vous pourrez toujours nous écrire à l'adresse courriel qui a envoyé l'invitation, donc educare@collègemv.qc.ca. Et on essaiera de faire au mieux. Donc, voilà. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Ariane Amado, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique et rattachée au Centre d'histoire judiciaire, qui va nous faire donc un état des lieux du traitement des mères et des enfants en France et en Angleterre et Pays de Galles. Donc, bonjour Ariane, je la vois. Et on aura par la suite Marie-Josée Poirier, coordonnatrice du programme Mère-Enfant à l'établissement de détention Leclerc de Laval pour continuité famille auprès des détenus, le CFAD, qui va nous parler de la mission et des programmes de son organisme et donc nous partager aussi son expérience. Et en troisième position, on aura le plaisir d'avoir Anne-Céline Genevoix, coordonnatrice, programme et développement du collectif Arts entre elles, notamment de la Société Elizabeth Fry du Québec, qui va nous présenter l'activité Maman me raconte, qui a lieu donc au Québec, à l'établissement provincial Leclerc de Laval et à l'établissement fédéral de Joliette, si je ne me trompe pas. Donc voilà, alors il me fera plaisir de céder la parole à Ariane Amado. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, même à très très longue distance, puisque je suis en Belgique. J'espère que tout le monde voit bien mon PowerPoint. Voilà, normalement tout le monde devrait le voir. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une petite comparaison dans les conditions de vie des mères et des enfants en prison en France et en Angleterre. Par ailleurs, j'ai aussi beaucoup d'éléments sur la Belgique, mais comme ça faisait un petit peu long, je n'ai pas souhaité aborder la Belgique dans la présentation, mais je pourrais tout à fait répondre à des questions si, voilà, si vous le souhaitez. Vous expliquer aussi les conditions de détention en Belgique. Alors, en France, la première chose, c'est que les enfants peuvent rester jusqu'à l'âge de 18 mois. C'est le cas aussi de l'Angleterre et du Pays de Galles. Par exemple, en Belgique, c'est 3 ans. Ce sont 2 pays un peu à part, 2 systèmes, 3 pays un peu à part, parce que c'est les seuls qui ont cet âge limite de 18 mois. Tous les autres pays européens ont des âges différents, 3 ans, parfois 6 ans, voilà, des âges variés, on pourra y revenir, mais en tout cas, sachez que pour les 2 pays, on est à l'âge de 18 mois. Donc au-delà de 18 mois, l'enfant sera séparé de la mère. On y reviendra. S'agissant du cadre juridique, les 2 pays fonctionnent de manière très différente, on va le voir, mais avec comme postulat de base, et j'imagine que vous en conviendrez Okay, aussi. so now you mentioned that you
know that, but the child is not an inmate, so L'enfant n'est pas détenu. Alors là, ça varie vraiment entre les deux systèmes. En France, on a un cadre juridique très sommaire, malheureusement avec beaucoup de carences. C'est très simple, ça consiste en 5 articles du code pénitentiaire, hein, c'est notamment l'article L216-2 et puis les articles D216-21 du code pénitentiaire, il n'y en a que 5, et une très vieille circulaire qui date du 16 août 1999, et ce sont les uniques instruments juridiques qui régulent intégralement le quotidien de vie des enfants avec leur mère en prison. En Angleterre, c'est très différent. On est sur un cadre juridique beaucoup plus fourni. On a ce qu'on appelle un Prison Service Instruction, donc qui est une sorte de très, très grosse circulaire qui fait plus de 40 pages. C'est le Prison Service Instruction 49-2014. Et où là, chaque minute, on va dire, du quotidien de l'enfant est très détaillée. Alors, je vous explique ça parce que vous allez voir, je vous ai c'est surtout des photos que j'ai voulu vous montrer avec le PowerPoint, ça donne des énormes différences dans les conditions de vie, dans le régime des enfants, avec parfois des risques, en tout cas s'agissant de la France, d'atteinte aux droits fondamentaux assez graves dans les conditions de vie de ces enfants. Une autre précision que je dois tout de suite vous dire avant de passer vraiment au régime et à l'infrastructure, et ça va aussi déterminer cette grande différence. En France, les unités nurseries, on va les appeler unités nurseries, ça sera plus simple comme ça pour les deux pays, on va les appeler unités nurseries. Donc les unités nurseries en France sont gérées par l'administration pénitentiaire, elles dépendent de la prison. Il y a un contrôle de la protection maternelle infantile qui est le service départemental de protection de l'enfance en France, qui fait des interventions ponctuelles, mais l'unité nurserie ne dépend pas des services de protection de l'enfance. C'est très important parce que c'est vraiment une aile pénitentiaire à part entière. Ça, c'est très différent en Angleterre. En Angleterre, les unités nurseries dépendent de l'Ofsted, OFSTED, l'Ofsted, qui est l'organisme national qui contrôle les crèches, les écoles, les lieux d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Et donc, en fait, l'unité nurserie en prison est ni plus ni moins la même chose qu'une crèche à l'extérieur, c'est-à-dire que ça fait l'objet du même contrôle, les personnels sont les mêmes personnels que si vous allez dans une crèche à l'extérieur, tous les rapports sont publics, vous pouvez les regarder sur le site de l'Ofsted, donc ça c'est vraiment très différent, et vous allez voir, ça amène évidemment une différence fondamentale dans la manière dont les enfants sont traités, parce qu'on est sur une aile qui est tournée autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, best interest of the child, et non une aile carcérale, on va dire. Alors, je voulais vous montrer un petit peu des photos. D'abord, commençons par la France. Donc en France, on a une infrastructure qui se divise en deux au niveau des unités nurseries, et qui va se retrouver dans tous les établissements pénitentiaires, c'est-à-dire que vous allez avoir soit une infrastructure, soit une autre, peu importe des établissements pénitentiaires dans lesquels vous vous trouvez, maison d'arrêt ou établissement pour peine, donc pour des peines plus de 2 ans. La taille du quartier ne dépend pas du type d'établissement pénitentiaire. Alors, nous avons 2 infrastructures. Les premières, on les appelle les cellules mère-enfant. On va commencer par les quartiers nurseries, parce que comme ça, vous voyez mieux. On va commencer donc par le deuxième type, les quartiers nurseries, qui sont des véritables quartiers, là vous le voyez, au sein des établissements. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu sur les photos, c'est une aile de l'établissement qui est fermée comme ça par une grille, avec à l'intérieur des cellules. Il y a souvent un petit espace, on va le voir, voilà, ça c'est les cellules, vous pouvez le voir sur la gauche. Qui sont un petit peu plus grandes que des cellules normales, avec généralement des sanitaires, parfois une douche, parfois les douches sont encore collectives, mais il y a au moins un espace pour baigner l'enfant. Et puis vous avez aussi, dans ces quartiers, souvent une petite salle de jeu, parfois aussi un petit réfectoire, parfois c'est le même, c'est le réfectoire et la salle de jeu, c'est la même chose. Là, voilà, par exemple, ça c'est l'ancienne configuration du quartier nurserie de Fleury-Mérogis, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est assez symbolique de ce que peut être un quartier nurserie en France. Là, on est sur un très gros quartier nurserie qui a 22 places.
en principe, moitié pour les femmes enceintes, moitié pour les mères avec leurs enfants. Donc, la particularité, c'est qu'on est sur un quartier qui fonctionne dans ce qu'on appelle un régime porte ouverte, c'est-à-dire que les portes des cellules vont être ouvertes durant une certaine plage horaire dans la journée, mettons par exemple de 7h à midi, et puis après de 14h à 17h, ce qui permet à la mère avec son enfant de déambuler un petit peu dans les couloirs, d'aller dans le réfectoire, d'aller dans la pièce de jeu là qu'on voyait, voilà. Et c'est vraiment un quartier qui est autonome, c'est-à-dire que les mères avec leurs enfants ne sont pas confrontées au reste de la détention. Ça, c'est le premier type d'infrastructure. Le deuxième type, c'est ce qu'on va appeler des cellules mère-enfant. Alors, ça, c'est beaucoup moins gai. Ce sont des cellules qui sont un peu plus grandes que des cellules classiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va être un peu plus sur du 13 mètres carrés au lieu d'avoir 9 mètres carrés, avec un aménagement qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. La cellule ne change pas beaucoup. La grosse différence, en revanche, c'est que c'est une cellule isolée ou 2 cellules isolées au sein d'une détention femme. Alors là, je vous ai mis par exemple la photo de la maison d'arrêt de Rouen pour vous montrer. Donc là, vous avez le couloir de la détention femme. Et ce que vous voyez, ce sont toutes les cellules des femmes. Et la cellule qui est sur votre gauche, c'est la cellule mère-enfant. Donc vous voyez, elle n'est ni plus ni moins différente des autres cellules de l'extérieur. Et surtout, la particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de régime dit porte ouverte, comme ce qu'on trouvait tout à l'heure dans les quartiers nurseries, puisque la cellule donne sur le reste de la détention femme. On ne peut pas du tout ouvrir la porte de la cellule. Donc, elle est en régime dit porte fermée, qui est le régime classique des maisons d'arrêt et des maisons centrales. Donc, c'est un régime qui est, on va dire, qu'on considère comme étant vraiment rigide, c'est un régime selon lequel les personnes incarcérées dépendent toujours d'un surveillant ou d'une surveillante pour leur moindre déplacement. Donc, en pratique, on se retrouve avec des cellules dans lesquelles les mères et les enfants sont enfermés 22 heures sur 24, hormis 2 heures de temps de promenade, dans la cour de promenade de la maison d'arrêt, qui n'est absolument pas différente de celle de toutes les autres personnes détenues. Simplement, la mère et son enfant auront un créneau différent pour éviter de côtoyer le reste de la population carcérale. Donc ça, c'est très problématique parce que, évidemment, on se retrouve avec des mères et des enfants qui donc quand même restent parfois jusqu'à 18 mois, hein, avec très peu de sorties, très peu de déplacements, et en tout cas dans une infrastructure qui est vraiment très fermée. Alors, en Angleterre, on est sur une infrastructure tout à fait différente, et ça reprend vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'agrément de l'Ofsted. On est sur un bâtiment qui est complètement séparé du reste de la détention femme. Donc là, dans la photo que vous voyez, vous imaginez que ça, c'est l'unité nurserie à part entière, et la détention femme est sur le côté. Vous ne la voyez même pas, c'est un autre bâtiment, c'est un autre établissement. Donc, c'est évidemment dans l'enceinte du parc pénitentiaire, mais c'est un bâtiment à part entière. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que même nos quartiers nurseries en France ne fonctionnent pas comme ça, puisque c'est juste une aile au sein de la détention. Là, on est vraiment sur un établissement qui est complètement séparé du reste de la détention femme. Pardon. Avec donc la possibilité d'avoir une gestion complètement tournée autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'il n'y a jamais, si vous voulez, l'équipe en charge des unités nurseries en Angleterre est une équipe dédiée qui ne tourne pas, qui ne va pas dans le bâtiment central. C'est très différent. En France, c'est les mêmes équipes, en fait, du reste de l'établissement qui tournent. Les surveillantes vont aller aussi en nurserie, comme dans le reste de la détention. Donc là, on est sur un système très différent. Par ailleurs, deuxième chose à retenir très importante, dans chaque unité nurserie en Angleterre, il y en a 6 répartis sur tout le territoire. Et je parle tout le temps de l'Angleterre, j'aurais dû le préciser, parce qu'au Pays de Galles, il n'y a pas de prison pour femmes. Donc c'est pour ça que je compare toujours avec l'Angleterre. Donc il y a 6 unités nurseries en Angleterre réparties sur le territoire, et dans chacune de celles-ci, vous trouverez une crèche. Et quand je dis une crèche, c'est vraiment une crèche, au sens où on l'entend à l'extérieur. C'est un endroit où les mamans déposent leurs enfants le matin, vont travailler dans le bâtiment central de détention,
et reviennent le chercher le soir ou parfois à midi pour déjeuner avec l'enfant. Et l'enfant est gardé par des assistants maternels, par des puériculteurs, puéricultrices, des éducateurs jeunes enfants, le personnel classique que vous trouvez dans une crèche en Angleterre. Ça, c'est très différent en France, hein. Même dans les quartiers nurseries qui ont une infrastructure un peu plus développée, il n'y a que Fleury-Mérogis, justement, qui est donc un établissement sur 25 unités nurseries, hein. Il n'y a que cet établissement qui propose une crèche, qui est une micro-crèche, et qui ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'une crèche à l'extérieur. Et tous les autres établissements ne proposent pas du tout ces services-là. Les enfants devront sortir de l'établissement pour aller dehors dans un lieu d'accueil des enfants, une crèche ou une garderie, avec évidemment la grosse difficulté qu'il faut organiser une convention avec une crèche locale ou une garderie pour avoir des places réservées à des enfants en prison, ce que les crèches et les garderies n'acceptent pas toujours. Et puis surtout, il faut organiser le transport des enfants. Alors, le point positif, c'est qu'évidemment, les enfants sortent de la prison pour aller en crèche et sont sociabilisés avec d'autres enfants de l'extérieur. Mais le point négatif, c'est que ça demande une organisation énorme que beaucoup d'établissements ne peuvent pas mettre en place, avec des associations, avec des bénévoles qui gentiment viennent chercher l'enfant, viennent le ramener à la maman. Voilà, donc ça c'est vraiment un très gros point de différence entre la France et l'Angleterre. En Angleterre, toutes les universités, toutes les unités nurseries disposent de cette crèche. Voilà, là, vous la voyez. Alors, je suis désolée pour les photos, c'est les seules que j'ai pu trouver sur Internet. Donc, voilà, vous me pardonnerez le côté un peu pathos du bébé, de la maman qui se regarde, machin. J'aurais voulu vous montrer une infrastructure sans les enfants et les mamans. Mais voilà, en tout cas, ça vous dit à peu près à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si moi, je suis parachutée là, d'un coup, je me dis juste c'est une crèche. Je me dis pas du tout qu'on est en prison. Tout à l'heure, vous le rappelez, je vous remontre. Voilà, même les quartiers nurseries, ça reste quand même, c'est pas folichon, hein, ça reste quand même des choses qui sont très carcérales, on va dire. C'est assez nu. Il y a peu de décoration. Là, c'est vraiment très différent. Par ailleurs, et je le précise aussi, les cellules ne sont pas appelées des cellules, mais les chambres. Parce qu'il est très important, ça c'est précisé dans le PSI 49-2014, il est très important qu'on parle de la chambre de l'enfant. On est autour de l'intérêt supérieur de l'enfant et pas du régime de détention de la mère. Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voulais vous parler un petit peu de l'admission de ces enfants, parce que l'admission n'est pas la même. En France, toutes les mères incarcérées peuvent décider d'être accompagnées de leurs enfants pendant leur temps de détention, leurs enfants de moins de 18 mois, dès lors qu'elles ont accouché pendant le temps de la détention. C'est très exceptionnel de faire entrer un bébé de l'extérieur, même s'il a moins de 18 mois. Mais dès lors qu'elles accouchent pendant leur temps d'incarcération, c'est la décision souveraine de la mère. C'est elle qui décide si elle veut garder son enfant ou pas. Ça ne veut pas dire que dans des cas de négligence ou de traitement, de mauvais traitement de l'enfant, on ne puisse pas retirer l'enfant à sa mère. Et d'ailleurs, l'administration pénitentiaire et les services de protection de l'enfance sont très vigilants par rapport à ça. Mais c'est une décision souveraine, c'est un droit pour toutes les mères. En Angleterre, ça n'est pas du tout comme ça, c'est une admission sur dossier. Les femmes enceintes détenues doivent envoyer un dossier au cours de leur grossesse. Et si leur dossier est retenu, elles pourront avoir le droit d'accéder à la nurserie avec leur bébé. Donc vous voyez, le système est très différent. L'objectif en Angleterre, et c'est très intéressant de ce que ça dit sur la manière de voir l'intérêt supérieur de l'enfant dans les deux pays. En France, vous le savez peut-être, mais on est très attaché, les Français sont très attachés à l'autorité parentale, au lien de filiation, au lien parental, à l'attachement mère-enfant. Et on va toujours privilégier l'attachement mère-enfant et parent-enfant, en règle générale, par rapport à une séparation de l'enfant. En Angleterre, c'est très différent. Le droit est beaucoup plus tourné sur l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris un enfant à naître. Même s'il n'est pas encore né, si les services sociaux considèrent que les parents sont les mauvais parents, avec très grosses guillemets, mais sont des parents qui ne sont pas en capacité de bien s'occuper de leur enfant, c'est tout à fait possible en Angleterre de placer des enfants dès la naissance. Donc c'est vraiment une philosophie très différente et l'unité nurserie en prison reprend complètement cette philosophie.
Voilà, je voulais finir cette présentation pour vous parler en 2 minutes de l'accouchement, parce que je pense que c'est un moment aussi très important dont il faut parler. Et alors là, il se passe de la même façon en France et en Angleterre. Les accouchements se passent toujours à l'hôpital, ne se passent jamais en prison, sauf évidemment cas gravissime de perte des os beaucoup trop tôt, etc. Enfin, c'est vraiment cas très, très, très rare. Mais sinon, ils sont toujours programmés à l'extérieur, avec la grosse difficulté que l'hôpital est soumis au même régime, au régime pénitentiaire, au même régime en fait que la prison. Les mères vont être en extraction médicale, donc on va considérer que la chambre d'hôpital, c'est un peu le prolongement de la prison, c'est comme une cellule. Et donc, elle ne peut pas recevoir de visite si la personne n'a pas de permis de visite, même permis de visite qu'au parloir. Et de la même façon, elle sera gardée, c'est-à-dire il y aura une garde mobile avec des surveillants devant la porte en permanence. Alors c'est soit les surveillants, soit la police en France. En Angleterre, c'est l'administration pénitentiaire, en permanence. Interdiction de menotter les femmes pendant leurs accouchements. Ça paraît absurde de devoir le préciser, mais c'est une loi de 2009 en France. Donc, c'est quand même très récent de se dire qu'avant 2009, ce n'était pas dans la loi. Donc, on pouvait potentiellement menotter des femmes pendant le travail, pendant l'accouchement. Là, c'est une interdiction. Avec quand même ce petit point d'interrogation que je pose, c'est que la loi précise pendant l'accouchement, mais ne précise pas pendant le travail et pendant les temps d'escorte. Or, vous le savez peut-être, une femme peut tout à fait commencer son travail en prison, être escortée, et là, on est dans un flou juridique, on ne sait pas si les femmes doivent être menottées ou pas. Peuvent être menottées en tout cas ou pas, et dans la pratique, il semblerait qu'elles soient parfois menottées dans ces temps d'escorte, alors même que le travail a commencé. En Angleterre, ça, c'est pas possible, elles ne sont pas menottées. Et la différence aussi, c'est qu'en Angleterre, elles sont toujours accompagnées par une surveillante de l'unité nursery. Je vous disais tout à l'heure, c'est une équipe dédiée, ce sont toujours les mêmes surveillantes. Il y aura toujours une surveillante qu'elle connaît de l'unité nursery qui va faire le lien, qui viendra avec elle, et c'est elle qui assurera la garde à l'hôpital. Donc, ça n'est pas des surveillants qu'elle n'aura jamais vus. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le lien qui est fait dedans-dehors, en tout cas dans mes entretiens, j'ai bien remarqué que c'était très important pour les mamans de pouvoir être avec des surveillantes qu'elles connaissaient. Voilà, je crois que mon temps est écoulé, donc je m'arrête là, mais j'aurai encore plein de choses à vous dire. Je vous précise que ma thèse est disponible en ligne gratuitement sur Internet, sur HAL, H-A-L. Vous tapez juste mon nom et Enfant en détention, vous trouverez ma thèse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ariane. C'est vraiment, ça fait vraiment poser beaucoup de questions, j'avoue. En tout cas aussi sur le développement de l'enfant. Peut-être qu'on pourrait y revenir après, mais c'est vraiment super intéressant. Les 2 exemples sont très parlants, je trouve. Donc voilà une belle introduction à cette problématique. Je vais à présent passer la parole à Marie-Josée Poirier. Voilà. Bonjour. Bon, ben oui, très, très intéressant. Merci, Ariane. On va s'en aller dans un autre registre. Là, je suis pas du tout dans les... en fait, je suis terrain, hein? Donc, moi, je suis la coordonnatrice du programme Mère-Enfant à l'établissement Leclerc. Je travaille pour CEFAD, donc c'est l'acronyme de Continuité Famille auprès des détenus. Je vous raconte un petit peu l'histoire de l'organisme. En fait, CEFAD, c'est né dans la belle tête d'une personne qui s'appelle Yolande Trépanier. Yolande Trépanier est toujours avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Elle a imaginé, en fait, elle s'est demandé dans les années 80, début 80, mais qu'est-ce qui arrive avec les femmes qui sont détenues, qu'est-ce qui arrive avec leurs enfants? Alors, elle a imaginé une roulotte qu'on pourrait installer sur le terrain de la détention. Puis à l'époque, la détention provinciale pour femmes au Québec, c'était la maison Tanguay. Et donc, elle a réussi à faire installer une vraie roulotte sur le terrain où les femmes pouvaient recevoir leurs enfants la fin de semaine pour un 24 heures, accompagnées d'une intervenante. Cette roulotte, c'est resté dans le langage carcéral féminin parce qu'encore aujourd'hui, on me demande une roulotte, puis on n'a plus de roulotte.
Mais on est déménagé donc en 2016 à la détention Leclerc, qui est un ancien pénitencier fédéral pour hommes. Une grosse prison, donc sur lequel terrain de cette prison, il y avait des petits appartements, donc on a bénéficié de ces appartements-là. Donc aujourd'hui, maintenant, on a 6 petites unités qui sont aménagées. Nous occupons pour l'instant les 3 premières unités. Ce sont 2 4,5. Il y a un 3,5 au centre occupé par une intervenante qui est là pendant tout le 24 heures. Là, je ne suis pas habituée de parler toute seule comme ça dans le vide, puis j'espère que c'est clair et que je ne parle pas trop vite pour les... Ça va? OK. Je me suis mis des petites notes ici. Je vais mettre mes grosses lunettes de personne âgée. OK. Donc, je reviens au Leclerc. On est déménagé en... Merci Camille, ça m'a fait du bien de voir un visage. On est déménagé donc de la maison Tanguay, toute petite, avec une roulotte sur le terrain, à la détention Leclerc en 2016. Ça a été une espèce de Big Bang dans notre milieu parce qu'en fait, moi, c'est là que j'arrive en scène. Je viens d'un autre milieu, là, c'est pour ça que j'ai ce langage-là. Moi, je suis arrivée vraiment dans ce déménagement des femmes de la prison Tanguay au Leclerc. Et on a comme, nous, CEFAD, bénéficié un peu de ce Big Bang pour bonifier notre offre de services. Parce qu'en fait, depuis 1985, on offrait les séjours mère-enfant, des fêtes également au gym. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on nous demande des gyms aussi. Alors qu'on ne fait pas des fêtes dans un gym, mais bon, c'est le langage carcéral qui est resté. Et donc, on a profité de ce déménagement soudain pour bonifier notre offre de service. Moi, je dis toujours, je suis rentrée par la porte de côté. On m'a demandé de mettre sur pied un atelier pour que les mères puissent écrire un livre à leurs enfants. Et donc, j'ai monté un atelier qui s'appelle « Je communique avec mon enfant », qui a été mis sur pied très rapidement. Ben, j'en ai ici avec moi aussi, je vais vous montrer ça. Puis là, encore une fois, si je suis éparpillée, ramassez-moi, là, c'est mon style. Mais on fait donc des petits livres, peut-être 4 à 5 fois par année. Il y a 4 à 5 cohortes qui peuvent écrire un petit livret et l'envoyer à leurs enfants quand elles le peuvent, là, évidemment. Et je fais imprimer ça chez Imprime Emploi. Je fais de la publicité pour une entreprise de réinsertion à Montréal. Donc, ça donne des petits livres comme ça. J'ai pas de PowerPoint, hein? C'est un petit peu artisanal, mon affaire, mais bon, j'en ai quelques-uns avec moi. Chaque livre est différent des autres. Je suis toujours étonnée à chaque fois du résultat que ça donne. Puis, donc, il y a une personne chez Imprime Emploi qui s'occupe de prendre en note tout ce que les mamans ont donné comme consigne, là, et puis ben, ils en font un livre en plusieurs exemplaires. C'est vraiment chouette, c'est une belle réussite. Puis de fil en aiguille, on m'a demandé de monter un autre atelier. Puis là, finalement, le programme Mère-Enfant s'est déployé vraiment sur à peu près une durée de 2 ans. Là, on a intégré les fameuses unités dont je vous parlais au départ. On les a meublées. On a continué nos séjours mère-enfant, mais on peut faire 2 familles à la fois. Et l'autre atelier que j'ai monté, c'est celui sur les fameuses compétences parentales. Alors là, à ce moment-là, on s'est collé aux meilleures pratiques, évidemment. On s'est entouré des services de protection de la jeunesse, du système de santé. On s'est affilié, on s'est attaché avec l'extérieur, par exemple, à l'hôpital Cité de la Santé, qui est à côté de la détention Laval. Parce que ce qui est bizarre, c'est que nous, on partait de Montréal puis on arrivait à Laval. Il faut penser qu'on n'était même pas dans la même juridiction, le réseau correctionnel de Montréal, on devenait le réseau correctionnel de l'Ouest du Québec, en tout cas, ou de l'Est, je ne me souviens plus, puis ça a été mélangé pendant un certain moment. Politiquement, c'était des enjeux assez important. Mais donc, on s'est dépatouillé, on est revenu au réseau correctionnel de Montréal parce que l'expertise était là depuis longtemps. Puis je pense que les politiques ont compris qu'il fallait recentraliser ça vers... Oh non, c'est ça, Marie-Josée. tout de suite.
Non, non, c'est juste un tout petit peu plus lentement pour l'interprétation, mais c'est super intéressant pour le reste. Juste Désolée. un peu plus lentement, mais non, pas de souci. OK. C'est les risques du Désolée, métier. j'interprète, désolée. Correct. Je vais. Parfait. C'est parce que j'ai peur de ne pas rentrer dans mon 20 minutes. Oui, oui, t'inquiète. Pas de souci. Plus lentement, OK. puis ça ira très bien. C'est bon, merci. Donc, voilà. Je me suis perdue. Alors, les ateliers, les fêtes, on a continué les fêtes, les unités. Et bon, et là, en mars 2020 est arrivée une pandémie. Une pandémie qui a intercepté tout ce bel élan parce que juste avant la pandémie, nous avions un nouveau projet qu'on voulait mettre sur pied avec les 3 autres unités, puis on voulait intégrer tout ça à notre programme Mère-Enfant. En fait, ça s'appelle le programme Maman Nourrisson. Et là, on aurait voulu, ben en fait, on est toujours prêt, là, on va le faire éventuellement, on est à ça de le faire. C'est justement que pendant le parcours carcéral, un peu comme Ariane parlait tantôt, là, c'est qu'une maman, en fait, une femme enceinte pendant son incarcération qui accouche, les juges, les gens, tous ceux qui entourent une femme incarcérée, enceinte, il n'y a personne qui veut qu'elle soit là durant son accouchement. Donc, il y a beaucoup de jeux d'avocats là, qui font en sorte que tout le monde recommande les femmes enceintes pour qu'elles finissent leur peine à la maison le plus possible. Évidemment, là, moi, je ne suis pas une avocate, là, je suis pas dans le... Mais ça dépend du délit, ça dépend de toutes sortes de choses, évidemment, mais la plupart du temps, les femmes enceintes vont être libérées au 6e ou au tiers, puis pourront aller poursuivre leur sentence à la maison. Mais pour celles qui ne peuvent pas, pour celles qui doivent accoucher pendant leur incarcération, ben c'est difficile parce qu'en fait, elle s'en va accoucher et puis elle revient sans son bébé. Nous, depuis 2019, on est prêts. On a un programme Maman Nourrisson. Il faut dire qu'il n'y en a pas tant que ça des femmes enceintes là, qui vont accoucher pendant l'incarcération au provincial. Mais bon, en ce moment, j'en ai 2, là. Puis ça se peut que ce soit la première fois qu'on mette sur pied enfin notre programme. Donc, il s'agit de ramener l'enfant et la mère à la détention dans nos unités, comme on fait à Joliette. Puis là, je vais faire une petite parenthèse sur Joliette, ou bien je vais vous dire que je vais en parler bientôt. J'espère que je vais avoir le temps parce que nous, CEFAD, on est beaucoup au provincial, on est installé au provincial, mais on a également un contrat avec le SCC, qui est le Service correctionnel Canada. Et donc, on est appelé à aller souvent à Joliette. Je connais bien les programmes là-bas. Puis, c'est tellement merveilleux. La semaine passée, j'y étais. J'ai visité l'unité mère-enfant. En fait, là-bas, ce sont des petites maisons. Puis, il y a vraiment possibilité pour la mère d'avoir ses enfants jusqu'à la scolarisation. Donc, j'entendais tantôt jusqu'à 18 mois. Ben, nous, c'est vraiment jusqu'à ce que l'enfant aille à l'école. Il n'est pas incarcéré, lui non plus, là, il continue sa vie, mais il est dans une maison avec sa mère et d'autres femmes incarcérées, des pères aidantes qui ne sont pas nécessairement des mamans, mais qui sont triées sur le volet, doivent répondre à toutes sortes de critères. Fin de la parenthèse. Je reviens donc aux mamans nourrissons ici au Québec. On a hâte de pouvoir l'offrir. C'est que l'occasion ne s'est pas présentée encore, puis la pandémie nous a beaucoup affectés. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, on est en train de reprendre. En ce moment, mon caseload, pour le dire en chinois, là, désolé pour les interprètes, mon caseload, en tout cas, mes participantes, j'en ai, disons que j'ai retrouvé le même nombre de participantes ou à peu près que j'avais en 2019, mais ça a pris du temps avant de se reconstruire au niveau de nos services en détention parce qu'on allait donner nos services, on nous ressortait de la détention, on nous rentrait, en tout cas. Ça fait que la culture, les femmes nous connaissaient moins, puis il fallait recommencer parce qu'il faut dire que la réalité de la détention provinciale féminine versus celle de la détention féminine fédérale, ben en fait,
c'est simple, là, nous, on est dans le 2 ans, moins 1 jour et moins. Et donc, le séjour moyen d'une femme en détention provinciale en ce moment, il est de 39 jours. Si mes statistiques sont à jour, là, c'est les dernières statistiques que j'ai eues. Donc, les femmes nous passent dans le visage, là, puis contrairement au fédéral où, bon, il y a des sentences plus longues et où la femme incarcérée est là pour une durée plus longue. Donc, il y a des programmes qui peuvent s'installer, et puis, relationnellement, ben en fait, nous, CEFAD, je tiens à dire que c'est un drôle d'acronyme, hein, CEFAD, quand on y pense. Puis, continuité famille auprès des détenus, c'est notre nom. Ça fait longtemps qu'il existe, mais il faut retenir dans ce nom-là la continuité, en fait. La continuité parce qu'on s'inscrit dans le parcours carcéral de la femme judiciarisée, mais aussi des fois dans son parcours post-carcéral. Et je vous dirais même dans le parcours, en fait, avant l'incarcération, j'ai eu 2 demandes cette année de femmes qui imminemment s'en allaient en prison pour la première fois, toutes les 2, puis nous ont trouvés sur Internet et nous ont demandé de l'accompagnement pour se préparer à cette incarcération-là, en lien avec leurs enfants. Une, son conjoint aussi, qui là se demandait si elle pouvait faire une garde partagée entre la détention et puis la maison. Puis c'est tous des enjeux comme ça là, qu'on est en train de vivre. Pendant la pandémie, moi, j'ai développé avec la détention de Québec, parce que je ne suis pas capable de rien faire, ça a l'air. En tout cas. Puis, mais c'est beau parce que là, on est en train d'implanter un programme mère-enfant là-bas. C'est un tout petit secteur féminin dans une grosse détention pour hommes là, à Québec. Mais en fait, quand je vous parle de la continuité, c'est que les femmes qui s'y trouvent incarcérées à Québec, ben, ce sont souvent des femmes qui peuvent être appelées à être transférées au Leclerc et vice-versa. Puis avant, ben, les femmes perdaient leur place dans un atelier ou c'était interrompu quand elles se promenaient de ici, Montréal, à Québec et vice-versa. Puis, ben, en faisant un partenariat avec Québec, on s'assure maintenant d'une certaine continuité puis d'une fluidité dans les services. Et plus important encore que tout ce que je viens de dire, la relation. En fait, nous, dans la continuité, on établit une relation avec ces femmes-là, avec ces mères-là, avec ces familles-là. Et puis, la continuité qu'on essaie d'assurer, c'est aussi dans le lien mère-enfant, évidemment, mais dans le lien femme-proche signifiant, peu importe que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, un ami. C'est ça qu'on entend par famille aussi. Donc, j'aurais aimé, là, je ne sais pas où je suis rendue, Camille, aide-moi, s'il te plaît, je suis perdue. Prenez une respiration, tout le monde. Alors, pas de problème, on a encore un petit 5 minutes comme ça, si tu 5 minutes. veux amener quelques éléments de conclusion. Vas-y. Parfait. Bon, ben, écoutez, j'écoutais Ariane parler sur les critères. Peut-être qu'il y aura des questions à ce niveau-là. Je peux peut-être parler aussi de nous, de quelle façon une femme peut s'inscrire là, justement pour faire un 24 heures avec son ou ses enfants. En fait, il y a 4 critères qui sont importants à remplir. Puis quand je vous parlais tantôt de la durée d'incarcération d'une femme au provincial, ça vient jouer aussi sur le nombre de femmes qui peuvent se prévaloir de ce service. En fait, premièrement, il faut que l'enfant, s'il est en mesure de parler, de donner son point de vue, il faut que l'enfant ait envie de venir voir sa maman en prison. Il me faut le consentement parental de l'autre parent, que ce soit le père ou l'autre mère. Je dois aussi discuter quand il y a de la DPJ dans le dossier, évidemment, il faut que l'intervenante ou l'intervenant de la DPJ me donne son accord sur ce service-là. Et quand tout ça c'est rempli, ben, il faut aussi voir est-ce qu'il y a un transport, parce que nous, on dessert les femmes de tout le Québec. Hein? Alors, il y a une femme qui a été chanceuse, qui venait de Pauverny-Toute, puis on a organisé
un transport par avion de toute la famille qui descendait à Montréal et l'enfant était transporté jusqu'à la détention Leclerc, puis faisait son séjour, quelqu'un venait le rechercher le lendemain, puis il repartait vers Montréal, puis il reprenait l'avion vers le Grand Nord. Donc, on a des Inuits, mais c'est pas toutes les femmes Inuits là, qui peuvent se prévaloir de ça, là. Mais tu sais, j'ai des femmes de Rimouski, de Val-d'Or, et puis ben, les familles se mobilisent, s'arrangent, puis viennent porter l'enfant pour un 24 heures. C'est beau, là. Donc, ça prend un réseau. Et quand tout ça est OK, ben, il y a un comité au Leclerc qui doit se pencher sur tout ce qui me regarde pas moi, parce que moi, je les prends toutes, je les choisis pas. Évidemment, il y a des enjeux sécuritaires. Donc, parfois, c'est rare par contre, mais parfois, il va arriver qu'une femme ne soit pas autorisée sur le programme pour des raisons sécuritaires. Donc, est-ce que c'est la nature du délit, du crime? Est-ce que c'est son comportement dans son secteur? Moi, je ne m'en mêle pas. On me dit, bon, madame, une telle, malheureusement, ne pourra pas se prévaloir de vos services. Puis moi, ben, je dois donner cette décision-là, mais c'est très, très rare. La plupart du temps, quand tout est bien attaché avec le réseau à l'extérieur, il n'y a pas de raison là, qu'une femme puisse pas participer à ce programme mère-enfant. Donc, j'espère que j'oublie rien. J'ai plein de choses à dire, mais n'hésitez pas à revenir vers moi dans le chat. On a un site Internet. Ça me fait toujours plaisir là, de discuter de mon programme. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'était super intéressant et oui, c'est vraiment beau l'image de la roulotte, enfin, qui est devenue une image, la roulotte. C'est super intéressant. Et puis, on pense aussi tout ce qui est mis en place, tous les enjeux, toutes les couches qui doivent être gérées pour juste voir l'enfant. En tout cas, je ne veux pas trop parler, mais on y reviendra aussi parce que je vois qu'il y a plusieurs questions que je pourrais vous poser en fait à vous trois, où il y aurait différentes réponses intéressantes. Donc, merci pour ça. Je vais laisser maintenant la parole à Anne-Céline. Je ne vois. Voilà. Super. Bonjour. Voilà. Et voilà, c'est beau. Bonjour à toutes et tous. Donc, mon nom est Anne-Céline Genevois, je travaille à la Société Elisabeth Frey du Québec. Donc, je vais présenter ma présentation par un peu vous contextualiser ce que fait l'organisation, puis je vais en venir tranquillement, pas vite, à un projet qui se déroule en établissement carcéral ici au Canada, qui s'appelle Maman me raconte. Donc, pour commencer, donc, la Société Elisabeth Frey, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes qui ont des démêlés avec la justice. On travaille auprès des femmes depuis une quarantaine d'années ici au Québec. Donc, on est un organisme qui offre différents services. Donc, déjà, on a 3 points de service ici au Québec, donc à Montréal, à Québec et à Gatineau. On opère, en fait, ce sont ce qu'on appelle nos centres. Donc, on opère, en fait, 2 maisons de transition. Donc, pour faire vite, en fait, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas les maisons de transition ici au Québec, c'est une exception quand même québécoise, on peut même dire. Donc, en fait, les maisons de transition accueillent, en fait, donc nous, les femmes uniquement, mais ça existe aussi pour les hommes. Donc, on accueille les personnes, en fait, qui viennent finir leur sentence en communauté. Donc, et là, on les accompagne, en fait, sur le chemin de la réintégration sociale. Donc, nous, on a 2 maisons de transition, une à Montréal et une à Québec. On travaille uniquement avec les femmes. Puis, on a aussi différents services qu'on opère en communauté et aussi en prison. Donc, on fait des programmes psychosociaux et on fait également, en fait, ce qu'on appelle la surveillance communautaire, donc qu'on a dans nos 3 points de service. Donc, là où on va accompagner les femmes qui vont encore avoir des démêlés avec la justice, mais qui sont en communauté, donc au provincial uniquement. Donc, comme Marie-Josée le disait, c'est la petite caractéristique ici. Donc,
Quand on parle de provincial, donc ça veut dire que les personnes ont séjourné, ont une sentence de 2 ans moins 1 jour. Donc là, pour les femmes, elles vont être sentencées à l'établissement Leclerc de Laval. Et si en fait les femmes sont sentencées 2 ans plus 1 jour, elles passent sur la juridiction fédérale. Donc là, elles sont incarcérées à l'établissement Joliette. Donc, on a différents projets sur lesquels je ne m'étalerai pas, mais on fait aussi des services d'accompagnement. On travaille, on essaye d'adapter en fait nos services aux besoins changeants des femmes. Donc, récemment, par exemple, on a développé un programme de littératie numérique. On travaille sur un nouveau volet en fait à l'intérieur de ça. On travaille aussi sur de l'accompagnement avec un service qui fait le pont de la détention à la communauté. On a aussi, en fait, nous ne sommes pas des spécialistes vraiment de la question de la maternité. Vraiment, au Québec, le spécialiste, vous venez de l'entendre, c'est continuité famille auprès des détenus. Donc, mais c'est sûr que nous, en fait, comme on travaille avec les femmes judiciarisées, on ne peut pas mettre de côté cet enjeu et principalement, en fait, la maternité est un réel enjeu pour la question des femmes judiciarisées. Donc, simplement pour contextualiser un tout petit peu cet élément-là, quand on parle de femmes incarcérées, donc il faut se rappeler en fait que les femmes sont une minorité dans le système pénal. On peut même s'en retenir au niveau mondial. Donc, on est à peu près sur des chiffres. Les femmes sont incarcérées. Elles représentent moins de 10% en fait des personnes incarcérées en prison. Donc, il faut aussi rappeler en fait que la minorité en fait des femmes dans le contexte carcéral et pénal fait qu'elles ont souvent qu'elles héritent en fait d'un manque de service. Donc, il y a souvent des vides de service en raison de leur minorité dans ce système-là. Et on voit que quand même, il y a encore des choses qui doivent être développées justement pour s'adapter en fait aux spécificités que peuvent vivre les femmes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille à la Société Elisabeth Frey. Donc il y a des choses qui se sont développées, mais si on parle du Québec, comme le mentionnait aussi Marie-Josée, donc il y a encore des femmes qui peuvent être sentencées pour des petites sentences, donc 2 ans moins 1 jour, qui vont être sentencées dans des établissements dits pour hommes. On est un grand territoire, le Québec, donc là on va parler, en fait, les femmes peuvent vivre de l'éloignement géographique à peu près systématiquement avec les familles. Donc, et on peut vraiment s'avancer. J'aurais aimé vous avancer des chiffres précis sur la dernière année d'activité, mais je n'ai pas ces chiffres. Mais par contre, on peut vraiment s'entendre que les femmes avec lesquelles on travaille, la majorité, enfin plus de la majorité en fait, sont des mères. Donc, on parle vraiment, nous, dans nos services, ça dépasse en fait le 50%. On est à peu près à 60% de femmes qui sont des mères. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est un enjeu. Donc, ça, c'était peut-être le petit contexte. On pourra peut-être y revenir, mais il faut vraiment... c'est un très gros enjeu. Et souvent, les femmes ont tendance à s'en vouloir beaucoup, en fait, de vivre une incarcération et à beaucoup, en fait, se juger. Et parfois même, elles décident... Elles reçoivent peu de visites, les femmes en détention, donc il y a moins de soutien en fait au niveau des femmes et même dans les réseaux. Donc souvent en fait la coupe avec la famille peut être vraiment très très douloureuse. Donc je vais en venir en fait au projet qu'on voulait vous présenter. Donc ça s'appelle Maman me raconte. Maman me raconte, c'est un projet qui est développé depuis qu'on a implanté nous au Québec depuis 2005. C'est vraiment un beau projet, c'est assez simple en fait. Donc déjà, c'est un projet qui est opéré par une équipe de bénévoles. Donc c'est vraiment complètement supporté grâce à notre équipe de plus de 5 bénévoles. Donc ce qu'on propose, nous, à travers Maman me raconte, quand on fait partie de la Société Elisabeth Frey, d'un réseau pan-canadien des sociétés Elisabeth Frey au Canada. Et il y a quelques années, notre partenaire, en fait, la Société Elisabeth Frey de St. John's au Nouveau-Brunswick, avait remarqué un projet qui était développé aux États-Unis, donc pour les mères, donc qui proposait en fait la lecture de livres en détention et la possibilité d'enregistrer la voix de la femme en train de lire à son enfant
l'enfant le livre. Donc, on a obtenu, grâce à la Société Elisabeth Frey de Saint-Jaume, l'autorisation en fait de reprendre ce projet-là, puis de pouvoir l'implanter au Canada à travers le réseau des sociétés Elisabeth Frey. Donc, nous, au Québec, on a participé à cette aventure et en 2005, on a implanté le projet. Donc, on l'a implanté anciennement en fait à la maison Tanguay, donc, qui est maintenant devenu l'établissement Leclerc de Laval au provincial. Et ensuite, on l'a aussi implanté au fédéral, donc à Joliette. Le projet est très simple. On achète des livres donc, et ensuite on les transmet à l'établissement. En prison, la femme est devant la boîte de livres. Elle peut choisir un livre. Donc, on privilégie des livres neufs. Donc, on essaye de renouveler nos stocks. Et ensuite, on a les bénévoles qui se rendent en détention et qui accompagnent la femme. Donc, la mère lit le livre, ou ça peut être aussi toute personne qui a un lien significatif avec l'enfant. Donc, ça peut être sa sœur, sa grand-mère, sa nièce, enfin, etc. On choisit le livre et ensuite, la bénévole enregistre la voix de la femme en train de lire l'histoire ou les premières pages, enfin, dépendamment de l'âge de l'enfant. Et ensuite, nous, on récupère ce matériel-là et on l'envoie à l'enfant. Donc, on a des petits lecteurs MP3, on prend le livre et en fait, on fait un colis puis on l'envoie à la famille. C'est vraiment un projet qui marche bien. On a eu la pandémie a un peu fait vaciller en fait le rythme qu'on avait, mais là, on reprend en fait petit à petit le rythme. On arrive en fait à envoyer... on se limite en tout cas à 200 livres par année. Donc, et on a, la femme peut vraiment participer. On n'a pas trop de limites. En tout cas, c'est sûr que on ne va pas envoyer 10 lecteurs MP3, mais c'est très ouvert en fait. Donc, il peut y avoir une continuité, on peut le faire, on peut changer, etc. Peut-être juste pour terminer, je vais vous lire en fait quelques témoignages. Donc, je vais commencer par le témoignage d'une bénévole qui a travaillé vraiment sur ce projet pendant plusieurs années. Et elle dit, en fait, cette bénévole-là, donc, qui se rendait à l'établissement fédéral, c'est sans doute la plus belle activité proposée aux femmes en détention, l'activité la plus humaine. Les mères ont l'occasion d'offrir l'enregistrement de leur voix à leurs petits. Souvent, elles peuvent leur dire avec leur histoire ce que les mots ne suffisent pas toujours à dire. Les mamans racontent avec leur cœur. C'est sûr que quand on reçoit donc les enregistrements, il arrive des moments où quand les bénévoles les mettent sur les lecteurs MP3, puis bon, ça m'est arrivé d'en faire quelques-uns quand même, et ça peut être assez touchant, donc souvent, bon, je n'écoute pas en entier, je garde l'intimité à la maman, mais on entend des petits mots au début, coucou, donc ça, c'est toujours assez touchant et assez bouleversant. Les autres témoignages que je voulais vous partager sont des témoignages de la part de femmes. Donc, je vais vous en lire quelques-uns successivement. Donc, j'y vais. Donc, c'était une mère et une grand-mère qui dit donc pour ma fille de 8 ans, l'histoire que je lui ai enregistrée agissait comme une vraie doudou. En mon absence, ma fille continuait à m'entendre lui lire une histoire à l'heure du coucher et bien souvent, son père devait lui retirer son baladeur, donc maintenant c'était remplacé par les MP3, et son livre après qu'elle soit tombée endormie avec ses écouteurs sur les oreilles. 9 ans plus tard, ma fille m'en parle encore. Maintenant, c'est ma petite fille qui en bénéficiera. Elle connaîtra sa grand-mère d'abord par sa voix et plus tard, je l'espère, par sa présence auprès d'elle. Merci à Maman me raconte. Donc, moi, je vous lis, là, je fais mon monologue, je ne vous vois pas, j'ai des petits frissons. Là, une autre participante, donc, qui est tante et marraine, qui dit « Merci pour cette belle activité. Ce fut émouvant pour moi lorsque je racontais cette histoire. Mon esprit était avec ma petite filleule. J'avais et je sentais une belle énergie à l'intérieur de moi. C'est très positif. » Quand j'ai parlé avec mon frère, il m'a dit avoir été très ému en entendant ma voix. La petite Romy, 18 mois, écoutait très attentivement et était très réceptive. C'est génial, je remercie la Société Elisabeth Frey pour tout et surtout la bénévole. J'enchaîne, je vais vous en lire encore 2.
Donc, mon bébé a déjà 2 ans. Grâce à Maman me raconte, il peut désormais entendre ma voix à tous les jours. C'est rassurant de penser que je deviens plus familière pour lui et que quand on sera de nouveau ensemble, il pourra me voir et m'entendre lui raconter une vraie histoire. Donc, mes 4 enfants bénéficient de Maman me raconte. En fonction de leur âge, je l'utilise différemment. Mes 2 plus jeunes garçons reçoivent le MP3 et le livre. Mais pour mes 2 ados, je lis d'abord le livre, puis je leur remets lors de leur visite. On en discute ensemble, ça me permet d'ouvrir des discussions sur bien d'autres thèmes. Donc, c'était une maman de 4 enfants. Puis j'ai eu un dernier, donc, et je m'arrête. Donc, c'est Maman me raconte est merveilleux pour maintenir un contact agréable avec mes enfants. Ils attendent leur livre avec impatience et en redemandent. Tous mes enfants en profitent. D'ailleurs, mes 2 grandes filles m'ont dit qu'auparavant, autant lire ne les intéressait pas du tout, autant maintenant, elles ne peuvent plus se passer des livres que je leur envoie. J'ai découvert leur intérêt, leur goût, en choisissant ces livres pour elles, puis en discutant avec elles. Donc là, c'est une maman de 5 enfants. C'est intéressant ce témoignage-là, le dernier. On peut voir, puis on le sait qu'il y a beaucoup de bienfaits de lire des histoires aux enfants, mais on voit aussi que là, ça peut avoir aussi un intérêt pour parler des choses qu'on aime, ça crée du lien, ça maintient le lien, ce fameux lien très fragile entre les parents et la famille, en fait, pendant qu'on vit une période d'incarcération. Et on a aussi, en fait, c'est sûr que ça développe l'intérêt, en fait, pour la lecture de la part des enfants, d'entendre la voix de sa maman lire des livres. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je répondrai à vos questions. Merci beaucoup. Ouais, j'étais émue aussi, étant moi-même maman. Ouais, ça doit être très difficile, effectivement. Et c'était beau de... je vous inviterai à toutes rouvrir vos caméras. Marie-Josée, Ariane, Anne-Céline. Comme ça, on va pouvoir commencer plus la discussion avec les questions. Peut-être qu'Ariane... Ah, c'est bon. Il y avait quelques enjeux, alors je ne savais pas si... mais déjà, merci de faire cet exercice. C'est toujours un peu troublant de parler comme ça, d'avoir l'impression de parler à pas de public. Mais en fait, ils sont là. Nous, on les voit. Donc, merci pour vos présentations. Ce qui est frappant et qu'on entend dans toutes les... Oui, c'est qu'en fait, peut-être qu'on ne parle pas assez de la brutalité de la séparation et donc de l'importance de maintenir le lien. Et je pense que c'est... Voilà, vous l'avez très bien expliqué. Alors, je voulais peut-être commencer... tu pourras peut-être répondre à Céline aussi, mais peut-être c'était un peu plus pour Marie-Josée et Ariane, si vous avez un peu dans ce que vous avez observé et étudié. C'est vraiment, qu'est-ce que vous avez pu, je sais que c'est une grande question là, mais qu'est-ce que vous avez pu voir au niveau ou observer au niveau de l'impact sur le développement des enfants? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est un milieu particulier, le milieu carcéral, donc encore une fois, c'est mieux de ne pas séparer, c'est ça que j'entends quand même, qui a l'air d'être la base, mais on pourrait se poser la question, voilà, je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est un peu au niveau de l'impact que je me questionnais dans ce que vous disiez, et l'évolution de la relation mère-enfant que vous avez pu observer aussi avec ces différentes... Donc, je ne sais pas si peut-être Ariane, tu veux commencer? Oui, volontiers. Alors, c'était vraiment très intéressant aussi de vous écouter, Anne-Céline et Marie-Josée, toutes les deux, parce que c'est vrai qu'en plus, je pense qu'il y a quand même des différences, évidemment, dans nos pays respectifs. L'impact est vraiment pas du tout le même en Angleterre et en France. Il y a très peu d'études, malheureusement. Ça demanderait des études de cohorte, en fait, sur un très long temps pour voir les effets. Mais il y a des neuropsychologues qui s'y sont intéressés, par exemple, et qui montrent que si l'enfant est bien sociabilisé, que ses sens sont développés, alors même qu'il est en prison, ça peut tout à fait bien se passer. Si en revanche, il n'est pas du tout sociabilisé, il est resté voilà, vraiment enfermé, comme le cas des cellules mère-enfant, ça peut être très problématique au niveau des retards psychomoteurs, mais en fait des retards de tous les sens. C'est assez intéressant d'ailleurs. Par exemple, la vue, ça peut engendrer des problèmes de vue puisqu'en fait l'enfant ne voit jamais loin.
Il voit toujours le bout de la pièce, en fait. C'est la seule chose qu'il voit. Ça peut engendrer aussi des problèmes. Alors, évidemment, pour la marche, ça, c'est assez, on l'imagine assez bien, hein, puisqu'il a du mal, en fait, à faire des grands mouvements. Mais encore une fois, pas que ça. Par exemple, il faut imaginer que les enfants ont toujours les mêmes sons. Ils ont que des sons de clés. Il y a en France comme en Angleterre, les surveillantes qui ne sont pas gradées, donc pas les personnels pénitentiaires qui ont plus de grades, mais les simples surveillantes, ça ne peut être que des femmes. Donc il y a très peu d'hommes. Donc l'enfant voit très peu d'hommes, entend très peu de voix d'hommes. Donc voilà, du coup, quand on sort un enfant, ça c'est aussi quelque chose qui explique bien les services de protection de l'enfance. Les premières sorties de l'enfant, il faut faire très attention parce que c'est des enfants qui ne sont pas du tout habitués à être au milieu de carrefours giratoires, de voitures, c'est des sons complètement nouveaux, c'est des enfants qui n'ont pas forcément connu la pluie, l'herbe, enfin des sensations en fait qui sont un peu bateaux pour d'autres, mais qui pour ces enfants-là sont très très nouvelles. Donc ça peut être assez choquant. Mais voilà, si tout cet accompagnement est fait et que l'enfant sort suffisamment, ça peut être possible à partir du moment où, au moment de la marche, il a vraiment la possibilité de sortir de l'établissement et de commencer une vie ailleurs aussi. Enfin, voilà. En tout cas, c'est ce que les études ont montré, particulièrement en Angleterre. Ouais, c'est fou. On ne se rend pas compte, en fait, mais c'est comme un condensé de l'expérience carcérale à visage comme ça d'un enfant, à hauteur d'enfant. Oui, Marie-Josée, je ne sais pas, aussi toi, qu'est-ce que tu as pu... Ben moi, ce que je peux ajouter, ce que j'observe, c'est très, encore une fois, terrain, là. En fait, je dis souvent, je travaille avec mon collègue David. D'abord, nous, on a un homme maintenant avec nous, là. Ça fait du bien, hein, des figures positives d'hommes. C'est important d'être dans une espèce de représentation aussi de la société, là, si on parle de réinsertion sociale. Donc, avec mon collègue, on dit souvent à nos familles, c'est pas nos familles, mais bon, en tout cas, on dit souvent que c'est pas parfait ce qu'on fait, mais c'est comme la moins pire affaire qu'on peut faire. Je sais pas comment ça va être traduit en espagnol, là, mais c'est la moins pire affaire en ce sens que ce que je vois, moi, ce que j'observe vraiment, là, c'est depuis 2016 là, que je suis là, les enfants qui arrivent et qui ressortent, je trouve que ça a l'air d'apaiser beaucoup d'anxiété. L'enfant arrive, voit sa mère qui n'est pas habillée en orange, qui n'est pas en train de se battre pour manger comme dans les films qu'on voit. Il voit qu'il y a des personnes gentilles avec elle, puis qu'elle peut, je sais pas, il y a quelque chose de... Les enfants arrivent en prison avec le bagage qu'on leur a aussi mis sur les épaules concernant la détention. Donc, souvent, on va travailler, nous, en amont, avec la famille qui amène l'enfant. On va dire, écoutez, nous, on va y aller à hauteur d'enfant, on va y aller avec ce qui va se présenter, avec ses questions, s'il y en a, puis s'il n'y en a pas. Mais souvent, on se rend compte, en tout cas, vraiment, c'est mon observation, là, que les enfants arrivent là, puis ils voient leur mère, elle est bien, elle s'est maquillée ce jour-là, elle fait des muffins, puis elle a l'air en santé, elle est souriante, puis elle tripe, là. Fait qu'il y a quelque chose de très, très simple, en fait. J'ai une petite anecdote rapide, là. On a fait une fête juste avant la pandémie, puis il y a une petite fille qui est arrivée avec une grand-mère très stressée, là, puis elle était comme ça, dans sa petite robe à crinoline, là. Puis quand elle a vu le Leclerc, là, pour ceux qui ne connaissent pas le Leclerc, c'est une grosse prison qui a été bâtie dans les années 60 sur un modèle déjà dépassé, là. C'est très moyenâgeux, là. Elle a dit « Wow, ma mère habite dans un château! » Puis elle s'est mise à faire tourner sa robe. Puis là, tous les enfants ont fait « Ouais, OK, on s'en va dans un château. » Puis là, il y a eu un mouvement de... Tu sais, fait que... C'est sûr que nous, là, le regard qu'on porte là-dessus, c'est « Oh, pauvres enfants! » Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut faire confiance à la résilience des enfants. Puis le plus on va... pas banaliser, là, mais normaliser peut-être là, ce contact, le mieux on va... C'est une occasion d'enseignement pour les familles aussi, de déstigmatisation
Peut-être. Puis ces enfants-là, nous, on a un partenariat avec une autrice de livres pour enfants en ce moment qui récolte les témoignages d'enfants de femmes incarcérées. Puis ce qu'elle veut faire, c'est un livre qui va dire voici, t'es pas tout seul, tu sais. Fait que c'est ça, en fait. Grosse, longue réponse. C'est ça mes observations que j'aurais envie de partager. Non, mais et puis c'est important parce que déjà que c'est pas très visible dans l'espace public. Je pense que cette problématique-là, elle est encore moins. Donc, je pense que c'est très juste que tu dises que oui, c'est dur, mais si on normalise, on va rendre ça moins tabou et en tout cas, ça va faire un cercle vertueux. Je sais pas si toi, Anne-Céline, tu as pu observer. Bon, tu faisais pas directement l'activité peut-être, mais si tu as quand même pu observer des choses toi aussi. Oui, ça fait longtemps qu'on fait Maman me raconte. Mhm. Puis c'est hyper important ce qu'elle dit, Marie-Josée. Je pense qu'en effet, il faut vraiment normaliser ça parce que elles sont beaucoup à être mères puis à vivre cet élément-là. Il y a aussi quand même tu sais, on n'est pas à la télévision ou dans une série. Enfin, les personnes, quand Marie-Josée le dit que la moyenne des séjours au provincial, c'est 35 jours, 35 jours, 39 jours, pardon. Bon, bah, tu sais, c'est déjà assez conséquent. Donc, ça veut dire qu'il y a des variances à l'intérieur de ça. Puis, c'est très important de maintenir le lien avec les familles. Puis, quand nous, on l'observe, en fait, à travers les services de la Société Elisabeth Frey, c'est vraiment le retour en communauté. C'est le premier enjeu qui ressort. Quand la femme commence sa réinsertion sociale, la première chose, c'est la famille. C'est comment je vais faire pour reprendre contact avec ma famille. Puis c'est très, très difficile, cette étape-là, parce que la famille, pendant qu'on est en prison, ben, elle a continué sa vie aussi. Il y a des choses qui se sont passées, on a raté des choses, enfin, donc on a fait comme on pouvait, on a essayé de suivre, on a essayé d'envoyer des choses, on a peut-être participé à Maman me raconte, enfin, etc. Mais il y a quand même beaucoup de frustration qui peut venir là-dessus. Puis après, il y a aussi le retour, en fait, le retour qui dit, et elles se le disent beaucoup, ok, j'ai mal fait, enfin, je suis pas une bonne personne, enfin, déjà qu'en prison, on le rappelle quand même systématiquement, ce qui est vraiment pas bon. Donc ça, c'est quand même, je pense que c'est très important, en fait, de favoriser ce lien-là avec les enfants. Puis peut-être aussi d'avoir en tête que c'est très au cas par cas. Enfin, il ne faut pas généraliser. Donc, et d'ailleurs, chaque histoire en prison, c'est ça, en fait. Il y a pas de... C'est du cas par cas, en fait. Derrière une personne incarcérée, derrière une femme qui vit de l'incarcération, il y a toute une aventure, toute une histoire qui se cache derrière. Donc, puis le dernier élément auquel je pense, c'est dans le livre dont j'ai oublié le titre, mais que vous connaissez certainement, de Gwenola Ricordo, en fait, sur la question des femmes et de la judiciarisation. Mais justement, en fait, il y a aux États-Unis, donc elle se base pas mal sur les États-Unis, mais on voit que la femme est vraiment un support, en fait, dans la question de la judiciarisation, et particulièrement chez les hommes, parce que la majorité, en fait, des personnes incarcérées, ça reste des hommes quand même. Donc, il y a beaucoup d'associations qui se sont organisées, il y a beaucoup de supports citoyens qui sont faits et qui sont réalisés par des femmes qui sont en communauté. Et bien là, à l'inverse, en fait, quand les femmes se retrouvent incarcérées, il y a plus de vide. Il y a moins de support, il y a moins d'organismes qui accompagnent les femmes, il y a moins de familles qui ont aussi les moyens, parce que vraiment, on perd, en fait, un élément fondamental dans la famille. On ne va pas faire quelque chose sur la question du genre, hein, mais quand même. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Puis je pense qu'on a tout intérêt, que ce soit nous, les partenaires communautaires, ou que ce soit le milieu, les services correctionnels, de travailler ces liens-là, parce que dans tous les cas, les personnes retournent en communauté. Puis pour terminer, on a un service maintenant à Québec, dans la maison de transition de Québec. On peut accompagner une maman et son enfant en maison de transition. Enfin, on peut l'accueillir, en tout cas. Merci beaucoup. J'allais, en fait, c'était comme une prochaine question qui popait aussi. C'est ça. L'accompagnement. Ah oui, le livre, c'est pour elles toutes, c'est ça, de Gwenola Ricordo, qui est effectivement très bon. Et puis, non, c'est ça. Donc, au niveau de... parce que comme on est quand même la chaire UNESCO pour l'éducation en prison, je vais essayer de vous poser aussi une question un petit peu autour de ça. Mais c'est donc, qu'est-ce que vous voyez comme
peut-être blocages ou difficultés pour justement un meilleur accompagnement des mères? Et est-ce que vous avez pu observer, est-ce que finalement dans ces éducations informelles ou formelles en prison, parce que j'avais vu une émission aux États-Unis où il y avait carrément des programmes où on éduquait les mères à devenir de meilleures mères, et ça les aidait à rentrer dans un processus de réinsertion, ce qui était vraiment particulier, je trouvais. Mais est-ce que parmi quand même ces initiatives-là, vous trouvez que certaines mères retrouvent des compétences qu'elles ne pensaient ne pas avoir, ça leur redonne de la confiance? Est-ce que ça fait aussi partie évidemment de vos initiatives ou dans tes recherches? Est-ce que ça a pu observer, Ariane, au niveau voilà, de l'accompagnement, de retrouver certaines compétences? Parce que être mère, ça peut aussi être un métier des fois. donc voilà, je ne sais pas si ma question était trop claire, mais oui, alors Ariane, ça avait l'air d'être clair, donc vas-y, tu peux commencer. Oui, si, mais là aussi, j'aurais une réponse très différente entre la France et l'Angleterre, parce qu'en France, il y a aussi beaucoup d'associations, et en vous entendant parler, ça me touchait beaucoup. J'étais très touchée aussi, Anne-Céline, par tes témoignages, parce que en France, on a l'association du relais enfants-parents qui fait des activités assez similaires et qui organise aussi des ateliers de parentalité, des ateliers de bricolage avec les parents incarcérés, les hommes incarcérés aussi. Mais c'est vrai qu'en France, la grosse critique que j'ai, c'est que ça repose quand même essentiellement sur le milieu associatif. Alors, certes, le milieu associatif est financé en grande partie par les services publics et par l'administration pénitentiaire, mais me semble-t-il, quand je vous disais tout à l'heure que l'accompagnement, par exemple, des enfants en crèche à l'extérieur, c'est la même chose avec l'accompagnement d'un enfant hospitalisé. Ça, j'en ai pas parlé, mais un enfant qui aurait besoin d'une hospitalisation, ça n'est prévu que par les associations et ça ne repose que sur le bénévolat des personnes. Et ça me gêne beaucoup parce que même si, et voilà, j'entends tout ce que vous faites et je trouve que c'est absolument formidable que vous fassiez toutes ces actions-là, je trouve ça quand même compliqué de faire reposer sur des bénévoles, sur des associations, sur le bon vouloir des gens, des choses qui devraient être essentielles en fait, qui devraient être fournies par les services publics de protection de l'enfance. Alors en Angleterre, c'est différent, mais c'est pas forcément mieux. Comme en Angleterre, c'est un système de prison privée. Il y a beaucoup de prisons privées. Il y a des unités nurseries qui sont entièrement privatisées. Donc c'est des sortes d'entreprises en fait de protection de l'enfant. Je sais pas très bien comment les appeler. C'est des associations, mais privées en fait, qui prennent en charge les unités nurseries, pas toutes, mais certaines. Alors ça a le gros avantage du coup d'avoir une certaine cohérence puisque tout est mis en place par une association de protection de l'enfance. Ça a le gros désavantage d'être une entreprise privée. Donc en fait, le jour où elle fait faillite, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ferme l'unité nurserie? Donc voilà, moi je suis un peu, je pense que ces initiatives, elles sont incroyables et en même temps, je trouve ça dommage que ça ne repose que sur le bénévolat incroyable d'ailleurs des gens, mais que ça ne soit pas plus des services publics qui s'y engagent. Est-ce que Anne-Céline ou Marie-Josée, vous... Juste au passage, maman me raconte, c'est quand même je vais laisser Marie-Josée parler parce que maman me raconte, c'est comme un petit truc. On s'entend que on n'est pas. C'est un peu un bonbon, quoi. Genre, donc voilà. Donc c'est aussi pour ça, c'est sûr que ça demande de l'organisation et tout, mais c'est sûr qu'on achète les livres. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons, vous pouvez sur le site elisabethfry.qc.ca. Mais genre, après, ça reste qu'on ne travaille pas comme le lien. Enfin, c'est pas du tout, c'est une activité minime. Voilà. Enfin, c'est pas pour la dévaloriser, mais genre, je laisse Marie-Josée parler. Ça n'a rien à voir avec ce que on fait ces fans. Genre. Bon, ben moi, je vais quand même dire, écoute, un petit truc, c'est un beau gros petit truc, là, c'est un beau bonbon, ça marche, là, maman me raconte, puis on nous en parle beaucoup, là, c'est très important, en fait, dans le lien mère-enfant, là, ou personne significative enfant. On le voit, on le sait depuis les années là, que vous avez ce programme. Mais pour revenir aux compétences parentales, en fait, moi, quand j'ai monté l'atelier sur les compétences parentales, il y a toujours un petit quelque chose qui m'agace dans le fait qu'on fait peut-être des fois un amalgame entre une personne qui se retrouve en prison puis le fait qu'elle peut-être n'a pas de bonnes compétences parentales, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas, là. Toutes les femmes qui se retrouvent dans nos services, en tout cas à CEFAD, sont souvent de très bonnes mères.
il y en a qui ont des enjeux, des défis, évidemment, mais... Ah, c'est Ariane. OK, pardon. Et donc, nous, notre atelier, il est monté, là, non pas comme un cours magistral, évidemment, vous pouvez vous en douter, mais plus comme des modules là, dans lesquels on va aborder certains thèmes, des thèmes importants, là, tu sais, la connaissance de soi, sa trajectoire, comme disait Anne-Céline tantôt, chaque personne, chaque individu a une trajectoire unique et c'est riche. Ce sont souvent des partages, des échanges, puis en fait, au final, ces femmes-là s'apportent mutuellement, c'est magique. Chaque groupe qu'on fait, moi, j'arrive pas là avec mes grosses connaissances, avec mes gros sabots, là, pas du tout. J'ai des petits trucs dans ma manche, puis j'écoute, puis j'oriente un peu la discussion, mais ça se passe de façon magique. Donc, les compétences parentales, c'est un peu un j'ai pas le mot là, qui est une façon, en tout cas, de créer un espace sécuritaire dans lequel elles vont discuter, se déposer, parler, partager, être enfin dans un endroit silencieux où c'est pas parce que les secteurs, des fois, c'est plein, il y a plein de bruit, il y a plein d'échos. Alors, dans le fond, là, ce qu'on fait, là, c'est ça. Puis c'est dommage que mon collègue David ne soit pas là aujourd'hui parce que il a terminé un groupe hier là, de 8, je pense, femmes au Leclerc, puis il dit, écoute, c'était là, il y avait des grands silences, des grands moments d'accueil. Ces femmes-là viennent de toutes sortes d'horizons, puis elles étaient respectueuses les unes envers les autres, s'écoutaient, se donnaient des trucs. Donc, c'est ça, c'est plus, moi, je pense que c'est plus ça, l'espèce d'arrêt d'agir que tu peux retrouver quand tu arrives en détention, puis qui fait, OK, attends un peu là, une occasion à saisir de retrouver, de retourner vers soi-même, puis de faire la paix, puis la culpabilité là, qui vient avec, dont tu parlais, Anne-Céline, la grande culpabilité, là. C'est ça qu'il faut adresser, là. Tu sais, c'est vraiment, il faut des espaces pour adresser ça, puis apprendre à voir un peu la trajectoire, faire, ben oui, au moment où j'ai fait ce choix-là, c'était peut-être le meilleur choix que je pouvais faire à ce moment-là, parce que, tu sais, puis là, quel pouvoir j'ai à partir de maintenant ici, là. Fait que nous, on travaille beaucoup, beaucoup comme ça. On n'est pas dans... C'est ça l'éducation qu'on offre. C'est elles-mêmes, en fait, qui trouvent en elles-mêmes leur propre compétences. Elles les ont souvent déjà, tu sais, en tout cas, on pourrait parler longtemps, là, mais moi, c'est ce que je vois, là, c'est que c'est une place où on peut peut-être reprendre un petit peu de pouvoir sur sa vie, puis se pratiquer un petit peu, puis voir que, ben, on est correct, là, ça va, là. Moi, je vois beaucoup de compétences quand j'accompagne des femmes, que ce soit dans des visites supervisées au parloir avec la DPJ ou pendant ces séjours-là. Puis nous, il n'y a pas de bénévoles hein, dans nous autres, on est payés, là, c'est des intervenantes qui sont payées. Euh, évidemment, on a des contrats avec les instances gouvernementales, mais on est diversifié. On a des fonds qui viennent de plusieurs endroits. Donc, je pense qu'on est indépendant, puis en même temps, on s'inscrit dans les bonnes pratiques. En tout cas, puis il y a une nouvelle prison qui s'en vient, hein. Oublions pas ça, là. Nous, on ne restera pas au Leclerc éternellement. Il y a une prison qui se construit maintenant, là, sur l'ancien territoire où était la maison Tanguay. Et puis moi, j'ai vu un petit peu les plans. Et puis, je pense que ça se peut que ça soit bien, en tout cas. Je l'espère. Oui, on l'espère aussi. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est très important ce que tu as souligné, Marie-Josée, dans le sens du processus de guérison, sortir de cette culpabilité. Déjà, hors mur carcéral, je pense que ça peut être bien pour toutes les mères avec ce gros complexe de la culpabilité, souvent. Donc là, d'autant double peine, comme on dit. Et pour revenir à ce que disait Ariane, effectivement, c'est sûr que la mutualisation de différentes ressources, c'est vrai que ce serait l'idéal parce que ça permettrait de travailler de façon peut-être plus
plus massive et puis plus ouais, on va voir, en tout cas. On espère que, que les choses évoluent. J'avais encore, enfin, je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. J'avais un peu une question un petit peu différente, mais ça revient souvent quand même dans les discussions qu'on a par rapport au milieu carcéral en général, c'est tout ce qui est accès aux outils numériques et aux installations numériques. Je sais pas si, comme tu disais joliment, Marie-Josée, avec les livres, c'est plus artisanal, certes, mais l'artisanat, c'est parfait aussi. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette volonté qui est plus d'accès à ça. Est-ce que vous pensez que dans un processus de continuer à maintenir le lien, ça pourrait être judicieux? Est-ce que vous avez vu des initiatives qui existent? J'imagine, au Québec, je ne sais pas trop, ou toi, Ariane. En tout cas, si vous pouvez me dire un petit mot là-dessus, si vous avez des inputs pour bien parler le français. Voilà. Oui. Pardon, Marie-Josée, si tu veux commencer, vas-y. Hein. Alors, malheureusement, en France, il n'y a aucun accès possible à Internet. Ça, c'est pas du tout possible. Il y a eu des expérimentations qui se sont appelées numérique en détention, le NED, mais sur certaines prisons, et ça a été un échec cuisant. Et donc, pour le moment, c'est pas autorisé, ce qui est un vrai problème, d'ailleurs, pour toutes les personnes incarcérées, hein, parce que même quand il s'agit de réinsertion professionnelle, de refaire son CV, d'envoyer ses CV, c'est tout un casse-tête pas possible. Et puis même ne serait-ce que prendre des cours, en fait, quand il s'agit de prendre des cours, par exemple par correspondance, souvent les personnes envoient des clés USB ou des CD-ROM. Tout devient très compliqué. Il n'y a pas d'accès comme ça à l'ordinateur. Il y a parfois quelques ordinateurs dans la bibliothèque principale, mais enfin, il doit y en avoir peut-être, je sais pas, 5 pour toutes les personnes incarcérées. Donc, c'est très compliqué. En revanche, il y a de plus en plus de prisons qui mettent en place la téléphonie en cellule. Et ça, pour les personnes incarcérées, on voit que c'est un vrai levier pour elles. Donc, en fait, la téléphonie en cellule, ça fonctionne comment? Ce ne sont pas des GSM, ce n'est pas des portables. C'est vraiment comme une cabine téléphonique, mais dans la cellule. Ce qui permet à la maman d'avoir quand même, comme toutes les personnes incarcérées d'ailleurs, mais d'avoir vraiment un moment d'intimité avec ses proches. Toutes les conversations sont sur écoute, en revanche, et elle ne peut... donc en fait, elle peut recevoir des appels, elle ne peut pas appeler directement. Et l'autre chose aussi, c'est que ce sont seulement des numéros préenregistrés qui sont validés par l'administration. Mais ça a quand même un énorme effet. Je crois vraiment que ça a été très positif, et particulièrement pour les parents incarcérés, y compris pour les pères d'ailleurs, de maintenir un lien avec l'enfant et de pouvoir être appelé, de pouvoir avoir son enfant tous les soirs, par exemple, au téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment formidable. Oui, Marie-Josée, tu peux. Ben, c'est les mêmes enjeux partout, hein, je pense, évidemment, là, appeler de la détention son avocat ou son enfant ou son n'importe quoi, c'est compliqué. Mais nous, je dirais que, en tout cas, ça va certainement évoluer. J'adore l'idée de le téléphone en cellule, là, ou en tout cas qu'il y ait de l'intimité, parce que là, il y a des téléphones accrochés dans le secteur, tu parles devant tout le monde, il y a quelqu'un qui crie en arrière de toi, c'est pas l'idéal. Nous, ce qu'on fait, puis là, il y a eu la pandémie où je sais qu'on leur a donné des cellulaires, mais tu sais, c'était très surveillé, là. Tu ne peux pas avoir un cellulaire comme ça. Mais il y a eu des cellulaires qui ont été octroyés, mais tu sais, sous surveillance. Il y a certainement des choses à mettre en place. La pandémie a accéléré ça. Et maintenant, les visios sont plus accessibles. Ben, plus accessibles. Il y a des enjeux là, de personnel manquant, là, mais sinon, on a vu que la technologie, ben, ça fonctionne, ça peut être balisé. J'ai vu qu'à Joliette, il y avait des femmes l'autre jour quand on était là qui étaient, encore une fois, sous surveillance, mais qui avaient accès à des ordinateurs pour faire leurs choses, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles faisaient exactement, mais pour les cours à distance, c'est sûr que tu ne peux pas être en ligne, mais nous, on a eu un programme pour 1 ou 2 personnes qui étaient en protection, qui ont eu accès à des cours universitaires, mais c'est très peu de cours qui sont donnés, là. C'est déjà, comment dire, c'est déjà
package, là, en paquet, puis c'est pas en ligne là, comme on est là en ce moment, ça c'est certain. Il n'y a pas de clé USB puis des choses comme ça qui rentrent en prison, sauf quand c'est un professeur qui demande à rentrer ça puis qui va s'en... Donc, mais je pense que ça tend quand même à s'améliorer. Puis nous, ben, on peut toujours prendre un bureau puis faire des appels à une femme, là. C'est juste que je peux pas être à 10 places en même temps. Fait qu'il y a beaucoup de demandes. Puis on est chacun dans nos mandats. On a des partenaires qui s'occupent de l'employabilité. Ils vont s'occuper de faire les appels en ce sens, à ce sujet. Et nous, moi, je leur fais faire des appels, là. C'est sûr que là, il faut vérifier les interdictions de contact. Hein, on peut pas faire appeler n'importe qui. Donc, on s'arrange, mais je pense que ça a quand même évolué, je dirais, depuis. Ça s'en vient. C'est juste qu'il y a toujours des enjeux sécuritaires hein, qui viennent entraver un petit peu le progrès. Oui, ça a l'air la constante un peu dans beaucoup d'initiatives. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Anne-Céline ou... Sur le parti numérique, non, il y a vraiment, on peut dire que c'est pas mal le désert. Bah, tu vois, c'est important de le préciser. Mais il n'y a que des choses à améliorer, c'est ça qui est bien. Ça, c'est positif, il y a plein de choses à faire. Et après, peut-être juste souligner que ce qui est intéressant, puis de la façon dont ça fonctionne ici au Québec, c'est quand même qu'il faut souligner, tu sais, pour le provincial, il y a quand même un grand nombre de partenaires issus de la communauté qui collaborent avec les services correctionnels. Il y a beaucoup de services de partenaires, tu sais, CEFAD, mais la Société Elizabeth Frye, puis il y en a énormément d'autres. Donc, et ça fonctionne. Tu sais, c'est vraiment quand même c'est un gros plus. Tu sais, donc, ça veut aussi dire que les services correctionnels sont ouverts à collaborer. Tu sais, donc, il faut être deux hein, dans la collaboration. Donc, je voulais peut-être juste souligner ça. Puis, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est grâce à ça, à ces maillages-là et à cette coopération qu'il y a des possibilités de développer en fait des choses et de rentrer en établissement et de pouvoir mieux desservir en fait les femmes. Puis on se rappelle bien que les femmes sont une minorité dans le système. Hein. Faut vraiment se le mettre en tête. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles et auxquelles elles n'ont pas accès du tout, du tout, du tout. Je pense que c'était un bon mot de la fin pour conclure, effectivement. Voilà, on arrive, malheureusement, il y avait plein d'autres choses à discuter, mais voilà, le temps est un peu... Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur Educare. Merci infiniment de votre participation, c'était très intéressant et c'est un sujet très important, je pense. Merci aussi au public, à l'audience d'avoir été là. Je voulais juste vous... Ah, parfait, voilà les petits slides de la fin. Vous dire que donc le prochain webinaire aura lieu dans 2 mois, le 14 février. Plutôt plus tard, puisque nous travaillons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc pour faire concorder les horaires, c'est toute une histoire. Donc, ce sera sur le milieu de l'éducation en prison, les pratiques en Nouvelle-Zélande et en Australie, le 14 février. Voilà, merci pour tout. Je demanderai à nos panélistes de rester et je dirai au revoir au public. Merci encore.